Avant de commencer sur le pricing, vous devez comprendre un concept assez simple. C'est que vous devez comprendre qu'un pricing, ça se décide pas, ça se décrète pas, ça se découvre. Et ça, c'est un problème en fait numéro 1 chez les entrepreneurs, puisque les entrepreneurs doivent d'abord passer un cap, qui est le cap du syndrome de l'enfant. Ce que j'appelle le syndrome de l'enfant, c'est de passer à un monde où tout est planifié et centré sur vous, à un monde où rien n'est planifié et tout est centré sur le marché. Quand vous êtes un enfant, l'une des phrases les plus courantes que vous dites quand vous êtes petit, c'est « j'ai faim ». Analysons la phrase « j'ai faim ». On va faire un peu d'avance, j'ai dit que j'adaptais le cours. Quand un enfant dit « j'ai faim », l'une des réponses les plus courantes à partir de l'âge de 3 ans, c'est « c'est pas l'heure de manger ». Et ce qu'on essaie de vous expliquer quand vous êtes enfant, c'est « t'as beau avoir faim, t'as beau être dans une situation où toi, personnellement, tu penses que c'est le moment de manger, il s'avère que la société a décidé que c'était absolument pas le moment de changer. » Et vous voyez ce rapport parent, heure de manger, enfant, et bien pour les entrepreneurs, c'est la même chose. C'est la même chose que l'enfant, c'est vous, les parents, c'est votre produit, et l'heure de manger, c'est le marché. Et le problème, c'est que l'heure de manger est très claire, midi, 18h, etc. Mais quand vous êtes entrepreneur, savoir l'heure à laquelle il faut manger, c'est très compliqué. Et donc, avant même de commencer à réfléchir à combien je vends, combien je dois gagner, c'est quoi mon business model, c'est quoi mon business plan, c'est quoi tout ça, vous êtes confronté à une question assez fondamentale qui est « est-ce que j'ai le moindre feedback de mon marché ou pas ? Et est-ce que j'ai le moindre sentiment de ce que mon marché veut ?» Et ça s'incarne dans un sujet assez dingue, qui est la différence entre valeur perçue et valeur réelle. Gros problème du pricing chez les entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs pensent qu'il y a une fonction telle que F de valeur réelle égale prix payé par le client. Que plus la valeur réelle est haute, plus le prix payé par le client est haut. D'ailleurs, ça s'exprime très simplement, puisque la plupart des entrepreneurs vous répondent qu'en fait, ils n'ont pas vendu parce qu'il n'y a pas assez de features, qu'ils n'ont pas vendu parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à travailler assez sur leurs produits, qu'ils n'ont pas vendu parce qu'en fait, ils n'ont pas commencé la com, etc., etc., etc. Et tout ça, le but, c'est de le ramener à la valeur réelle. Sauf que le gros problème, c'est que les gens n'achètent pas une valeur réelle, ils achètent une valeur perçue. Et la valeur perçue, c'est quelque chose d'assez compliqué à maîtriser. C'est là où tout le talent de l'entrepreneur est. Donc, la découverte du pricing, ce n'est pas une découverte objective, ce n'est pas quelque chose que vous décrétez, c'est quelque chose que vous découvrez. Et vous le découvrez comme on découvre une terre inconnue, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas été explorer toutes les régions, tant qu'on n'a pas navigué sur toutes les mers, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas un pricing qui est important à un endroit. Et s'il n'y a pas un pricing plus simple, et s'il n'y a pas un pricing plus liquide, et s'il n'y a pas un pricing pour lequel vous voulez optimiser vos opérations. Et donc la première chose que vous devez faire concernant vos questions de pricing, c'est pas vous dire à combien je dois pricer pour gagner ma vie, mais c'est de vous dire à combien je veux vendre pour pouvoir construire ma boîte. C'est le pricing qui déterminera quelle boîte vous fabriquez. C'est le pricing qui déterminera de quelle ontologie d'entreprise vous êtes. Je vais donner un exemple tout bête. Prenons le retail. Le retail, si vous regardez l'histoire du pricing dans le retail, au début du siècle, l'épicier est un commerçant à très forte valeur ajoutée. Si vous avez regardé La Petite Maison dans la Prairie, le personnage le plus riche, c'est l'épicier. Pourquoi ? Parce qu'il remplit une fonction sociale qui a une valeur perçue hyper élevée. Il prend des aliments, des denrées, des produits, et vous les amène au village, qui est par définition un trou paumé. Si vous regardez la chaîne de valeur, c'est-à-dire le pourcentage d'argent capté par qui au XIXe siècle, eh ben, le producteur captait très peu, mais par contre l'épicier captait énormément. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il était vu comme une figure centrale de la société, au même titre que l'avocat, au même titre que le médecin, au même titre que le prêtre.
D'ailleurs, dans la petite maison dans la prairie, dans le conseil de village, il y a 3 membres. Le médecin, le prêtre et l'épicier. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Au tournant du XXe siècle, des gens se sont dit, les épiciers, c'est des voleurs. Profitent. Donc nous, on va voler les gens, on va les voler à l'échelle. Et pour les voler à l'échelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va centraliser toutes les denrées à un point fixe. On va aller dans les zones de très forte densité. Et au lieu que la marchandise aille aux gens, c'est les gens qui viendront à la marchandise. C'est comme ça qu'est né le supermarché. Qu'est-ce que c'est le business model d'un supermarché? Le business model d'un supermarché, il n'est pas causé par le pricing. Il est la conséquence du pricing. C'est-à-dire que parce que vous décidez de prendre très peu de marge, tout le reste en découle. Quelle est la première règle dans le retail? 1 euro est 1 euro. Parce que vous faites tellement peu de marge que chaque économie que vous pouvez faire est une économie importante. Quelle est la deuxième règle dans le retail? La rationalisation de la chaîne de valeur et de l'approvisionnement. C'est des gens qui sont obsédés par la supply chain. Ils ne sont pas obsédés par la supply chain parce qu'ils ont fait une fonction de leur supply chain multipliée par une marge égale un pricing. Non, c'est parce qu'ils savent très bien que la seule façon de gagner, c'est de vendre à ce niveau-là. Et que donc, il n'y a pas le choix, il faut optimiser tout le reste pour que ça marche en vendant à ce niveau-là. Là où le pricing est un objet dingue, c'est que le pricing est un choix stratégique. C'est-à-dire qu'un pricing, ça se découvre, mais pour le découvrir, il faut choisir un cap. Vous ne pouvez pas partir dans tous les sens. Et donc la première décision que vous devez prendre, c'est est-ce que votre pricing est fonction de la valeur réelle ou est-ce qu'il est fonction de la valeur perçue? Et à partir du moment où vous avez fait ce choix-là, vous devez absolument décider, est-ce que vous voulez distordre la valeur perçue ou est-ce que vous voulez distordre la compétition? Et il n'existe aucun bon choix. Enlevez-vous ça de la tête. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a jamais de bonnes et de mauvaises décisions. Il n'y a que des équilibres. Prenons un exemple. Disons que je me mette à fabriquer des téléphones. Je fabrique ça. OK? J'ai 2 choix. Soit je pars dans le pricing haut de gamme. Savez-vous combien coûte à fabriquer un iPhone comparé à un Samsung? Lequel des deux coûte le plus cher? Qui dit Apple? Non, c'est Samsung. Ouais. Pourquoi? Parce que Apple est à l'échelle, Samsung ne l'est pas. Et que tu es dans un business où plus tu es à l'échelle, plus tu peux représenter de contrats chez Foxconn, plus tu représentes de contrats chez Foxconn, plus tu as de monopole sur l'achat de composants et de matériaux, plus tu as de monopole sur l'achat de composants, plus tu es market maker. Plus tu es market maker, plus le prix de fabrication est bas. Pourtant, la valeur perçue est hyper élevée. C'est quoi le choix stratégique d'un Apple? Le choix stratégique d'un Apple, c'est le segment premium. C'est de dire, on va faire payer un premium aux gens, parce que si on ne leur fait pas payer ce premium, alors les gens penseront que justement, on est dans une qualité de matériaux basse. Et le prix passe psychologiquement comme un message. Quel est le downside de ça? Parce que vous allez me dire, bah, ok, c'est simple, j'ai qu'à mettre mon produit cher. Le downside de ça, c'est que qui dit pricing élevé, dit risque concurrentiel hyper fort. Pourquoi Apple a des soubresauts tous les 2 ans quand un Samsung se réveille? Et pourquoi ils sont toujours dans une course à la nouveauté? Et pourquoi ils sortent un modèle par an? Parce que la seule façon de maintenir cette perception, c'est de donner le sentiment que tous les ans, il y a quelque chose de fondamentalement nouveau dans votre produit. Même quand il ne s'agit que d'un écran plus grand. Mais ce qui compte, c'est le storytelling. Ce qui compte, c'est la façon dont vous tournez tout ça. Et en fait, l'une des critiques les plus profanes qu'on peut faire à ces marques-là, c'est quand quelqu'un dit « oui, mais tout ça, c'est que du marketing ». Oui, mais justement, dans un Apple, dans un choix stratégique d'un Apple, c'est la valeur égale fonction du marketing. Et c'est un choix extrêmement risqué. Parce qu'effectivement, quand il ne s'agit que du marketing, c'est d'autant plus dur de vendre que quand vous vendez 1 kilo d'or. Quand vous vendez 1 kilo d'or, ça s'achète le prix d'1 kilo d'or. Pas de valeur ajoutée, la valeur réelle égale la valeur perçue, et il n'y a pas de débat. Vous regardez le cours de l'or, vous achetez 1 kilo d'or. La distance entre une commodité qui se vend
à la valeur réelle et un produit qui se vend à la valeur perçue, c'est ça, en fait, le chemin entrepreneurial. C'est le fait que vous arrivez à rentrer dans un cycle où vous transformez votre pricing et vous transformez le message que vous envoyez et vous adaptez la com pour avoir une cohérence entre votre business model, le prix auquel vous vendez et votre message et votre marketing. D'ailleurs, l'un des premiers troubles et l'un des premiers déséquilibres dans la force, j'ai envie de dire, c'est à chaque fois qu'on voit une boîte qui est complètement incohérente là-dessus. Parce que les gens ont une sorte d'instinct assez primaire sur ces histoires-là. Je vais citer une anecdote toute bête. Il y a un type ici qui s'appelle Harry, que vous avez dû rencontrer. C'est notre Chief Happiness Officer. Et avant d'être notre Chief Happiness Officer, il avait un restaurant au Pont-Neuf. Et alors, moi, je vivais juste au-dessus de son restaurant. J'étais le premier client du premier jour. Et il a ouvert un restaurant rue Dauphine, sur le Pont-Neuf, où le menu du midi était à 12 € et le menu du soir était à 16. Ça faisait 2 mois que le restaurant était ouvert. C'était très sympa. Et puis, un jour, je suis en train de rentrer à la maison un dimanche et je les vois en train de faire leur compte. Et je les vois un peu déprimés. Je rentre, je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Ah, tu tombes bien, c'est très dur, on n'arrive pas à vendre, on ne comprend pas ce qui se passe. Et on est en train de voir quel prix on peut baisser et quel ratio on peut rogner. » Parce que dans leur tête, s'il n'y a pas de gens dans le restaurant, c'est que les prix ne sont pas assez chers. Et donc, 1 heure plus tard, ils ont doublé leur prix. Ça a pris 1 heure de les convaincre. Le restaurant était plein. Directement, le lendemain, le restaurant est plein. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas vendre un foie gras à 12 €. Il ne faut pas être con. Si vous vendez un foie gras à 12 €, les gens se disent qu'il est pourri, le foie gras. C'est aussi bête que ça. Et les raisonnements que les gens font vis-à-vis de la nourriture sont les raisonnements les plus simples à comprendre pour comprendre le mécanisme d'un pricing. C'est que forcément, si les gens se disent que vous êtes fondamentalement moins cher que l'image que vous renvoyez, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que les boîtes qui essayent de faire du premium moins cher n'ont rien compris. C'est même une discussion assez courante chez les entrepreneurs, puisqu'ils expliquent « nous, on fait vachement mieux et beaucoup moins cher ». Et je peux vous le dire, dans 9 cas sur 10, les gens qui font vachement mieux et vachement moins cher plantent. C'est assez mécanique en fait. Pourquoi ? Parce que les gens, à la fin de la journée, s'attendent à payer un prix de marché. C'est comme ça. Et le prix de marché, il est là. Et c'est pour ça que le premier rapport sur le pricing, en tant qu'entrepreneur, quand vous décidez de votre pricing, vous devez le décider avec 3 tests. Et c'est les 3 tests du pricing. C'est est-ce que le prix auquel je vends est compatible avec l'image que je veux donner de mon produit. C'est le premier test. On va dire c'est le test d'image. Deuxième test, c'est est-ce que le prix auquel je vends est suffisant pour me faire vivre? Et quel est le seuil de rentabilité? C'est, on va dire, le test de viabilité. Et le troisième test, c'est est-ce que le prix auquel je vends est une menace concurrentielle ou pas? Sous-entendu, est-ce que il est possible de venir et de m'attaquer sur mon marché? Je vais vous donner un exemple. Prenons le cartel des appels mobiles. Pourquoi ils se sont fait avoir dans le téléphone mobile? Pourquoi Free a gagné le marché? Et pourquoi Free les massacre à coups de marteau tous les mois? Tout simplement parce que la distance entre valeur perçue, extrêmement faible, et valeur réelle, extrêmement faible, et prix payé, extrêmement haut, était un grand écart intenable. Et si un Bouygues, ou si un Orange, ou si un SFR pouvait vendre à 20 €, ils auraient dû vendre à 20 €. Parce que si vous ne le faites pas, un jour, quelqu'un le fera. Et ce jour-là, vous ne pourrez jamais rattraper votre image de voleur. Et ça, c'est la deuxième tension. C'est qu'il y a une tension qui tire en disant « ne vendez pas trop peu cher », et l'autre tension qui dit « ne vendez pas à un prix où quelqu'un d'autre peut venir et commoditiser votre produit ». Et c'est tout le sujet concernant ces produits qui ont très très peu de valeur ajoutée. Prenez par exemple le téléphone mobile. Que vous ayez Orange, SFR, Bouygues, il y a bien qu'eux qui pensent qu'il y a une différence fondamentale en d'avoir un téléphone qui sonne Free ou un téléphone qui sonne Bouygues. Il faut travailler dans ce genre de boîte pour vivre dans une bulle
et croire qu'effectivement l'offre SFR 32.4 ou les appels vers la Roumanie sont moitié prix le dimanche et vous payez un premium de 10 € qu'on vous enlève à la fin de l'année par un coupon qu'on vous redonne. C'est des grands malades en fait. Et c'est des grands malades, pourquoi? Parce qu'ils étaient en dehors du marché. Ils étaient 3, ils se connaissaient tous, et c'était un cartel, au sens où ils se mettaient d'accord sur les prix. Mais dès que vous rentrez en concurrence réelle, en concurrence réelle, c'est fini tout ça. Vous vous faites attaquer, vous vous faites prendre à la gorge, et s'il y a le moindre espace pour aller choper de la valeur, quelqu'un viendra se foutre dedans. Donc si vous n'êtes pas dans une profession réglementée, vous devez faire attention à ça. À l'inverse, quand vous venez et que vous cassez un marché, c'est très dangereux aussi, parce que là, vous avez le risque de confiance. Et ça, c'est la deuxième tension. C'est que la stratégie de venir et de juste faire moins cher, elle n'est pas forcément efficace. Parce que dans ce cas-là, vous tirez sur quelque chose qui n'est pas facile, qui est que les gens peuvent se dire le produit qui est fourni, le produit qui est donné n'est pas à la hauteur. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas assez cher, ce n'est pas assez de bonne qualité, etc. Donc vous voyez, les deux tensions, c'est ce paradoxe que vous voulez résoudre. C'est que vous devez être suffisamment cher pour envoyer un message de qualité, tout en étant suffisamment dans le marché pour ne pas choquer les gens. Une des bêtises à jamais faire quand vous réfléchissez à votre pricing, c'est de prendre des outliners. Alors c'est quoi un outliner? C'est Apple par exemple. Prenez le marché du téléphone ou du hardware. C'est un marché où classiquement on vous explique que vous gagnez 30% par an. Bon, Apple il gagne 80%. Et alors la pire bêtise que vous pouvez faire, c'est prendre un outliner qui a 30 ans d'histoire et venir et dire moi je fais la même chose que lui. Parce qu'on ne décide pas d'être un outliner, on le devient. Et si vous regardez Apple, ils ont commencé comme tout le monde à 30% de marge. Apple n'est pas né comme une boîte qui peut se permettre de venir et dire je vais faire 80% de marge brute sur tous les produits que je vends. On devient un Apple. On ne décide pas d'être un Apple. C'est exactement la même chose concernant la stratégie que vous devez avoir concernant votre pricing. Donc, l'une des premières choses quand on décide d'avoir un pricing, c'est de fixer le point de départ à partir duquel vous allez commencer à itérer. Et alors j'aimerais vous détendre là-dessus. Il n'y a rien de plus facile dans la vie que de changer un pricing à la hausse et à la baisse. Je ne sais pas d'où vient, alors ça c'est une phrase qu'on entend tout le temps. Ah, une fois que tu as décidé ton pricing, c'est fini, tu es condamné par les dieux pendant 30 ans. Et tes petits-enfants devront appliquer le même pricing et tu seras maudit sur 10 générations, tels ceux qui ont tué les Templiers. Non, vous regardez le monde réel autour de vous, vous êtes dans un monde où les pricing changent tout le temps, à la hausse et à la baisse, sans que vous vous en rendiez compte. Il y a des développeurs là dans la salle? Ouais, GitHub, c'est un cas que j'adore, parce que GitHub, ça me fait mourir de rire le rythme de changement de pricing. Tu as l'impression qu'il y a un type chez GitHub qui a un tableau et il tire aux fléchettes le pricing toutes les semaines. Mais c'est juste qu'ils sont dans de l'hyper-optimisation et ils n'en ont rien à faire. Ouais, ils montent, ils descendent, il y a un petit soubresaut, ils reprennent à gauche, ils vont à droite. À un moment, ils se disent, ouais. J'imagine même les conversations. Les gars, ce mois-ci, on est short en cash, montez les prix. Ah putain, on s'est pris trop de désabonnements, baissez les prix. Il va y avoir un mec qui est tous les jours là, montez, descendez. Et c'est un bon exemple parce que ça montre que le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est de toujours garder un œil sur qu'est-ce qui se passe quand je change mon pricing. Donc, quand vous êtes un entrepreneur, il n'existe une seule et qu'une seule méthode de déterminer son pricing au début. Ça démarre toujours comme ça. Vous ne pouvez pas démarrer autrement. Les analyses compliquées, les réflexions, tout ça, c'est de la perte de temps. Vous prenez un prix, vous le décidez et vous regardez si ça vend. Et ensuite, vous faites de l'optimisation par dichotomie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Vous montez votre prix, toujours commencer par le monter, et vous regardez si ça vend. Et puis, si ça vend, ça vend. Si ça ne vend pas, vous baissez votre prix.
Et alors, l'une des questions que les gens se posent tout le temps, c'est mais comment je fais avec mes anciens clients? Comment je fais pour justifier auprès de mes anciens clients que ça monte et que ça baisse? Eh bien, tout simplement, en ne changeant jamais le pricing des gens. Prenons un exemple. Vous facturez un SaaS par abonnement. Vous dites c'est 50 € par an. Qu'est-ce que vous faites pour vexer personne si vous le passez à 100 € par an? Les gens qui ont payé une année à 50, vous ne leur changez pas leur prix avant le renouvellement. Et donc, vous avez juste des strates de pricing et des strates d'utilisateurs un peu complexes au début. Mais assez rapidement, tout ça va aller vers une optimisation et vous finirez par avoir un pricing à peu près fixe et à peu près stable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne devez jamais hésiter à monter vos pricing. Jamais. Vous devez toujours hésiter à les baisser, mais ne jamais hésiter à les monter. Pourtant, c'est exactement l'inverse que les entrepreneurs font. Ils n'hésitent jamais à les baisser, mais ils hésitent toujours à les monter. Ce n'est pas toujours vrai. Pour faire un schéma un peu simple, plus vous êtes une commodité, plus vos prix doivent tendre vers zéro. Plus vous êtes unique, et plus vos prix doivent monter. C'est un peu ça la matrice. Alors, qu'est-ce que c'est une commodité? Je vais prendre un exemple tout bête, le marché du pressing. On a une boîte chez nous qui s'appelle Cligno, qui est sur le marché du pressing. Cligno n'arrive pas à avoir de croissance. C'est plat. C'est plat. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas trop. On change de message, on itère sur le message. On essaie d'augmenter la valeur perçue. On met des gros mancostards qui vont chercher le linge. Ça ne change pas. On essaye de refaire le site. Ça ne change pas. On fait une app. Ça ne change pas. À un moment, je leur dis, c'est quoi le prix du pressing par quartier? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Est-ce que vous pouvez être le pressing du quartier le moins cher de Paris? Ouais, on fait 50% de marge. Ok. Faites 0% de marge, on verra après. Ils baissent leur prix. Qu'est-ce qui se passe? La croissance part. Pourquoi? Parce que le pressing, c'est une commodité. Les gens n'achètent pas de valeur dans le pressing. Ils veulent que ce soit nettoyé, point barre. Que le groom soit sympa, que le chauffeur soit cool, que le pressing soit écolo. Tout ça, foutaise. La vérité, c'est que les gens veulent que leur chemise soit repassée pour le moins cher possible. Parce qu'ils ne voient pas de valeur là-dedans. Et donc, Cligno, ils sont dans une guerre de quoi? Ils sont dans une guerre de commoditisation. Comment on fait une guerre de commoditisation? On baisse les prix tous les mois et on augmente les volumes tous les mois. Et on essaie d'augmenter les volumes plus vite qu'on baisse les prix. Parce que c'est quoi la différence entre une plateforme de pressing en ligne et un pressing particulier? C'est qu'une plateforme de pressing en ligne peut faire des millions de gens par mois. Aucun pressing particulier peut faire ça. Et vous êtes dans le cas de l'épicier face au supermarché. Donc vous gagnez de l'argent non pas en augmentant vos marges, vous gagnez de l'argent en augmentant les volumes par rapport aux marges. Ça, c'est les business de commodité. Et tout euro que vous pouvez faire économiser, tout coupon que vous pouvez donner, tout prix que vous pouvez baisser, tout ce que vous pouvez faire qui fait que le prix baisse, c'est votre seule mission. Si vous êtes dans une commodité, votre seule mission, c'est de baisser les prix tous les mois. Et alors, votre boîte leader dans le sujet, c'est Amazon. Amazon, c'est exactement leur stratégie de croissance. La stratégie de croissance d'Amazon, c'est je baisse les prix, je baisse les prix, je baisse les prix. Rien d'autre. Toujours baisser les prix. Et toujours baisser les marges. D'ailleurs, il y a une histoire qu'on m'a racontée récemment que je trouve fascinante, qui montre, quand vous êtes une commodité, la façon dont vous raisonnez. La nouvelle chef du supply chain chez Amazon, il y a un colis qui arrive en entrepôt, et elle demande au type de les ranger sur la dernière étagère en haut. Résultat, le temps pour les faire livrer, 2 fois plus important, parce qu'il faut les descendre de l'étagère. Vous voyez le problème d'optimisation. Elle se rend compte de ça, et elle décide d'aller voir son patron, Jeff Bezos, et lui dit, écoute, j'ai fait un Excel, si on retarde les livraisons de 15 jours, on ne perdra pas d'argent. Et Bezos lui dit, mais
Ça va pas la tête? On fait pas ça, nous. Tu vas aller embaucher des intérimaires, on va descendre des palettes à la main, tous les exécutifs descendent pour descendre ces putains de palettes, et on n'aura pas 1 heure de retard. Ils ont perdu le double, juste en main-d'œuvre, ils ont perdu le double de ce qu'ils ont vendu. Mais ils ont maintenu leur image, ils ont maintenu leur commodité. Vous voyez la différence? C'est ça, le sujet. Le sujet, c'est quand vous êtes dans un business de commodité, vous cherchez 2 choses, l'excellence et la baisse du pricing. À aucun moment, vous voulez heurter votre valeur réelle ou votre valeur perçue par quelque chose comme un délai, comme une insatisfaction, comme quoi que ce soit qui pourrait venir changer la perception que vous avez. Prenons l'extrême inverse. Vous êtes Apple Watch. Vous avez 1 mois de retard, vous n'en avez rien à foutre. Vous croyez que les gens vont se dire « Mon Dieu, je ne vais pas acheter ma watch parce qu'elle a 1 mois de retard ?» Au contraire, ça participe à votre valeur. Ça participe à votre perception. D'ailleurs, vous faites une montre à 17 000 € dans laquelle il n'y a même pas du vrai or, tant mieux. Plus quoi encore, on ne va pas mettre du vrai or dans les montres à 17 000 €. C'est pas ça que les gens achètent. Les gens achètent le fait que ce soit justement 17 000 €. Quelqu'un qui a une montre à 300 000 €, il ne cherche pas qu'elle pèse son poids en or. Elle cherche simplement à dire « j'ai pu acheter une montre à 300 000 €. Les gens achètent un symbole. Vous voulez un exemple? American Express Centurion. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les cartes black d'American Express, qui sont la gamme la plus élevée de cartes de crédit. Si vous prenez une carte American Express Platinum, ça coûte 470 $ par an à peu près, en fees. Une Centurion, ça coûte 10 000 $ par an. Et vous savez quand est-ce que Centurion a commencé à vendre des Centurions? Quand ils ont passé le prix de 1 000 à 10 000 $. Parce que les gens qui ont... Qu'est-ce que vous croyez qu'une carte noire apporte de plus qu'une carte Platinum? Le plafond était déjà illimité. Il y avait déjà une conciergerie. Il y avait déjà une assurance de malade. Il y avait déjà des services. Qu'est-ce que vous pouvez acheter de plus? Vous ne pouvez pas. Par contre, vous pouvez la faire en titane et la mettre à 10 000 $ par an. Parce que quand vous la sortez, vous dites « je suis prêt à dépenser 10 000 $ par an pour rien ». Vous voyez la différence? Et ça, c'est exactement un pricing qui est justement adapté à une stratégie. La stratégie d'American Express avec cette carte-là, ce n'est pas d'en vendre des milliers. Si American Express s'était dit je vais te donner des crédits pour que des gens payent des cartes Centurion, on se dirait ils sont complètement malades. Non, c'est juste, il y a un segment de marché qui veut se différencier, parce que la différence entre gagner 250 000 $ par an et gagner plusieurs millions par an, ça ne se voit pas. Faut donner quelque chose de sûr pour montrer aux gens ce qu'on représente. On crée un produit pour ça. Vous voyez? Et dans ce cas-là, le pricing, il n'est absolument pas corrélé au coût de la carte. Je peux vous assurer, il n'y a rien comme service avec cette carte, à part que ça représente un super symbole. Des questions? Ouais. Alors, l'avantage de la publicité, c'est que c'est un marché qui est un marché extrêmement liquide. Alors, il y a des marchés comme ça, qui sont en fait équivalents dans le virtuel au marché de commodité. C'est comme vendre de l'or. L'or, tu débats jamais du prix parce qu'il y a un prix de l'or, en fonction de l'offre et de la demande. La pub, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as de la pub et que tu vends de la pub, tu le vends le prix de marché, il n'y a pas vraiment de négo, à part à la marge, 10% par-ci, 10% par-là. Mais au moins, tu n'as pas besoin de réfléchir à ce que tu vends, tu as juste besoin de réfléchir à optimiser tes volumes. Tous les business de commodité ne sont pas des business de pricing, sont des business de volume. Quand tu vends de la pub, la seule chose que tu veux faire, c'est avoir plus d'utilisateurs pour refourguer plus de pubs. Point. D'ailleurs, vous savez, vous rigolez, mais cette histoire que je viens de vous citer, c'est quand même l'histoire de la transition de business model de Netflix, qui est une boîte cotée en bourse. Je vous disais, qu'est-ce qui s'est passé Netflix? Netflix, ils envoient des DVD par la poste. Vous payez un abonnement pour avoir 3 DVD à la maison, 4 DVD à la maison, 5 DVD à la maison. Quand vous vendez des DVD par la poste, le métier de vendre des DVD par la poste n'a pas grand avenir à l'époque du streaming gratuit et des streamings à la sauce Netflix. Qu'est-ce que Netflix a fait? Ils ont dit, on va monter notre prix pour le service postal et le baisser pour le service machin et on va le dissocier. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, la marque, blablabla. Il y a eu une émeute de clients.
Quand je dis émeute, il y a eu une page avec la tête du mec de Netflix sur Facebook, il y a eu 20 millions de likes, il y a même un mec qui a leaké l'adresse personnelle du patron de Netflix pour aller le tabasser. Enfin, là, on ne parle pas de la petite start-up du coin donc, que personne ne connaît. On parle d'un objet culturel, on parle de Netflix. Bon, bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous êtes le patron, vous allez dans la presse et vous dites « le stagiaire a merdé ». Alors là, c'est pas le stagiaire, c'est le patron de je sais pas quoi. À mon avis, le mec était même pas au courant. Et ils ont pris le type que tout le monde aimait le moins, ils ont dû le tirer à la courte paille. Ils ont été dire, vraiment, il a fait ça sans nous avertir. Et bon, on revient en arrière, vous inquiétez pas, ni vu ni connu. Et ils sont revenus en arrière. Et ça n'a pas empêché Netflix de retrouver sa croissance. Les gens vivent très bien les excuses dans le pire des cas. Et les excuses, en fait, il y en a rarement besoin. Mais il ne faut pas avoir peur de s'excuser. Des fois, on foire, des fois, on... Je pense que Netflix, sur le coup, ils ont vraiment foiré parce qu'ils ne se sont pas rendus compte à quel point ce business en déclin, qui était la vente de DVD par la poste, était un business émotionnel chez les gens aux États-Unis. Que ce n'était pas rationnel. Et d'ailleurs, il y avait un data point qui était à mourir de rire, c'est que les types gardaient en moyenne 6 mois les DVD. C'est qu'ils faisaient mieux de racheter les DVD que les louer par Netflix. C'était beaucoup plus rentable. Mais ils y tenaient. Alors, à la possibilité de se dire, je peux commander des DVD, tu vois. Et c'est dingue. Les gens, des fois, sont absurdes. Je vois un entrepreneur là-bas, ça me fait penser à un truc. Prenez ce qu'on mange. La différence entre le prix qu'on paye pour ce qu'on mange et la valeur réelle de ce qu'on mange. S'il y a un marché qui est complètement dingue là-dessus, c'est ça. Qui a déjà mangé ici du jambon pata negra, qui est un cas d'école? Ok, le jambon pata negra, c'est l'un des jambons les plus chers du monde en ce moment. C'est le jambon des pauvres dans le Pays Basque. C'est le truc. C'est un autre cas, tiens, un cas encore plus impressionnant. Vodka Absolute. Vous savez ce que c'est la vodka Absolute en Suède? C'est la vodka la plus pourrie du marché. Personne n'en veut. Si vous dites à un Suédois, tu bois de l'Absolute, c'est comme lui dire t'es au RMI, quoi. C'est le même niveau. Quoi? Mais personne ne boit ça. C'est les pires pommes de terre, les pires raclures d'alcool qu'on mélange ensemble et qu'on met, et c'est vendu à un prix délirant. Vous savez combien ça a été racheté Absolute comme distillerie? C'était acheté pour 10 millions de dollars. En moins de 5 ans, ça a été vendu 1 milliard de dollars à Pernod Ricard. Comment on crée 990 millions de dollars en 5 ans? On refait une bouteille par l'un des designers les plus doués du monde. Et cette bouteille iconique, qui est incroyable, qui est la signature absolue que tout le monde connaît dans toutes les boîtes de New York à je ne sais pas où, c'est une création marketing. Le produit, il n'a pas changé. La recette, elle n'a pas changé. Ça reste une vodka de merde. Sauf qu'il s'avère qu'à l'aveugle, si vous faites goûter de l'Absolute à l'aveugle, ça a beaucoup moins de bon goût que quand vous dites aux gens que c'est de l'Absolute. Prenez Grey Goose. C'est la même chose. Ils doivent être verts, eux. Eux, c'est une vraie vodka de qualité qui est distillée avec des bons ingrédients. Leur marge est beaucoup moins importante. Bah, quand ils ont vu le succès d'Absolute, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont explosé leur prix. Et depuis, c'est devenu la vodka snob française. Bah, là, ça marche. Parce que le niveau de qualité de production est en adéquation avec le pricing. Et c'est cette équation qui est compliquée. Et surtout que des fois, vous n'avez absolument pas conscience d'où la valeur part. Prenons le cas des chaussures. Vous voulez un business où la valeur perçue est très différente de la valeur réelle? Vous savez, la marge moyenne sur des chaussures de femmes, c'est 80%. 80%. Et après avoir enlevé le transport, la marque, les royalties, la distrib, les taxes, c'est complètement délirant. Pourquoi? Parce que les types sont capables de mettre du rêve dans une chaussure. Si vous prenez un Louboutin en France, c'est quelqu'un qui a réussi à créer tout un imaginaire autour d'une couleur, autour d'une signature, autour d'une marque. Et c'est pour ça que je cite beaucoup de marques de luxe, parce que les marques de luxe sont l'extrême case des stratégies de pricing. Quand LVMH vend un sac en plastique des milliers d'euros, parce que les sacs en toile, c'est du plastique au sens littéral, c'est un dérivé de plastique, la toile. Quand ils vendent des sacs en plastique à un prix délirant, c'est tout simplement qu'ils ont réussi à trouver le bon trick, le bon imaginaire, le bon canal de distribution, la bonne façon de présenter la marque. Et d'ailleurs, il existe des fois où ça s'écroule. Par exemple,
Quand vous interrogez les gens de moins de 25 ans, vous leur demandez s'ils aiment LVMH, ils vous disent que non. C'est l'une des plus grandes inquiétudes des marques de luxe, c'est perdre leur effet de rêve en fait. C'est comme ça. Alors, on ne peut pas améliorer plusieurs choses à la fois. Soit on travaille sur son produit, soit on travaille sur son pricing. Travailler sur son pricing, c'est une tâche en soi, et quand on travaille sur cette tâche, on travaille sur rien d'autre. Donc pour travailler sur son pricing, il faut avoir un produit stable. Tant qu'on n'a pas un produit stable, on a un pricing au hasard. Il faut que vous soyez très discipliné sur les phases de votre startup. Pour faire simple, une startup, ça a 3 grandes phases. Il y a une phase de panique, une phase de construction, une phase de croissance. La phase de panique, c'est que vous n'avez pas de produit, vous ne savez pas ce que vous faites. C'est le début de tout le monde, rassurez-vous, tout le monde passe par là. Par définition, ce n'est pas du tout la peine dans cette phase-là de réfléchir au pricing. La seule façon de déterminer un pricing à ce moment-là, c'est de prendre le pricing de vos concurrents et vous aligner dessus. Ni moins cher, ni plus cher. Point. Vous vendez le même prix. Vous ne cherchez pas. Vous prenez n'importe qui fait à peu près la même chose que vous vous mettez à son prix. La phase 2, c'est la phase de construction. Dans une phase de construction, c'est là où vous allez améliorer votre produit, vous allez rajouter des features, vous allez développer votre croissance et vous avez un product market fit. C'est-à-dire qu'il existe une relation entre ce que vous faites, ce que vous vendez et qui vous êtes. Et vous voyez un cycle de croissance. Dans cette phase-là, ça monte, il n'y a pas de problème. Quand ça monte, ça monte. Quand ça ne monte pas, c'est là où vous pouvez tweaker. Donc vous allez monter votre pricing, baisser votre pricing, vous allez changer votre produit, vous allez décider d'utiliser un des leviers pour refaire démarrer la croissance. Et vous avez la phase de croissance qui est la vraie phase de test sur le pricing. C'est que vous atteignez de tels volumes que vous pouvez optimiser le pricing pour de vrai. Donc vous pouvez le baisser d'un seul coup, vous pouvez faire des grosses promos, vous pouvez faire du marketing, vous pouvez vendre à perte, parce que vous avez la garantie qu'à un moment, vous allez gagner quelque chose. Donc vous voyez, chacune des phases n'est pas la même chose. Au début, il y a une seule façon de déterminer son pricing, il faut être convaincu de ça, c'est au hasard. Et donc le meilleur des hasards, c'est de regarder le pricing des gens autour de vous. Point barre. Il n'y a rien d'autre à faire. Quand on est en B2B, il y a une seule chose qui compte, c'est de renverser le rapport de force entre ce que vous vendez et ce que les gens achètent. Quand vous êtes en B2B et que vous avez 10 clients, prenons le cas de Stanley Robotics, ils fabriquent des robots de parking, ils ont 10 parkings dans le monde, enfin 10 grands acteurs du parking. Si vous commencez à vous amuser à tester des pricing, etc., vous êtes dans un cercle tellement fermé que les mecs vont se foutre de votre gueule. Donc là, vous avez 3 phases, encore une fois la même, qui est qu'au début, vous devez vendre au prix qu'il faut pour vendre. Donc au début, le pricing ne compte absolument pas, puisque au début, la seule chose qui compte, c'est les références. Or, c'est ce qu'on appelle les stratégies d'héroïne. Quelle est la meilleure façon de vendre de l'héroïne à quelqu'un ? Exactement. C'est de lui en offrir. Si vous offrez de l'héroïne à quelqu'un, il devient accro, vous pouvez le vendre au prix que vous voulez. C'est exactement la même chose, la relation grand compte. C'est qu'au début, il faut vendre en ayant la contrainte en tête de ce qu'il faut pour survivre. Dans un monde idéal, si on était dans un monde idéal, tu irais lever 5, tu offrirais ta solution gratos à tout le monde, tu ne chercherais même pas, et quand elle serait installée partout, tu dirais « Bon, je suis désolé, on a changé de politique, le mois prochain c'est payant, c'est tant par mois, sinon on vous enlève votre truc. » Et les gens sont tellement accros qu'ils diraient « Ah non, m'enlevez pas Stanley !» Et alors, vous rigolez, mais c'est des stratégies que des très grosses boîtes ont utilisées. Prenez le cas d'OpenTable. Vous connaissez OpenTable? C'est la fourchette américain. Ou du moins, la fourchette et l'OpenTable français. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais OpenTable, c'était quoi leur stratégie? C'était exactement la même que Bernard Tapie et la télé. D'ailleurs, c'est communément appelé la stratégie Bernard Tapie. Je vais vous raconter cette histoire, elle est encore plus drôle que l'histoire OpenTable. Après, je vous raconte l'histoire OpenTable. Bernard Tapie était un jeune garçon qui était en galère de thunes. Et un jour, il y a un type qui vient et qui lui vend une télé. Toc, 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 bonjour monsieur, je viens vous présenter. Je veux vous vendre un truc, c'est une télé, ça coûte hyper cher, 10 000 francs. Vous allez me faire un chèque de 10 000 francs, vous allez avoir un truc génial chez vous, c'est une télé. Il était complètement con. Écoute mec, je suis dans la galère, je n'ai pas 10 000 francs, je ne vais pas te filer 10 000 francs, barre-toi. Puis le lendemain, il y a un autre type qui vient pour essayer de lui vendre une télé.
Le mec se dit, putain, mais c'est quoi ce truc, la télé? Il dit, ouais, viens, installe une télé chez moi et montre-moi comment tu vends ça. Donc le mec, il vient avec une télé de présentation, l'installe chez Bernard Tapie, il commence à pitcher la télé. Tapie lui dit, t'es complètement nul. C'est quoi? Laisse-moi faire. Il est où ton patron? Il présente son patron. Il dit, moi, je vais vous en vendre des télés. J'ai juste besoin d'un truc simple. Vous me donnez 10 télés 4 semaines. Et dans 4 semaines, je vous ai vendu les 10 télés. Le mec dit, si tu vends 10 télés en 4 semaines, aucun vendeur a fait ça. Faites-moi confiance. Il prend les 10 télés, il va avoir 10 potes à lui. Il installe les 10 télés gratos pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il vient et dit, les gars, je les reprends, les télés. Mais pourquoi? Bah, je les reprends parce que là, c'est fini le test. Mais tu vas pas m'enlever la télé, c'est trop bien ce truc. Ah mais comment ça je vais pas te l'enlever? Tu sais combien ça coûte? Ça coûte 20 000 francs. Et en plus il a arnaqué le type de 100 000 francs. C'est pas une blague, c'est une histoire réelle. C'est Bernard Tapie qui démarre dans les affaires. Voilà le premier business. Et il a ouvert Vidéo Futur. La première entreprise de Bernard Tapie, c'est de vendre des télés dans des grands magasins et avec le grand principe de tu fais un chèque de caution, on l'encaisse qu'au bout d'un mois si tu n'as pas ramené la télé. C'est coup de génie. Pourquoi? Parce que c'est tellement compliqué d'expliquer ce qu'est une télé avant que les gens utilisent une télé. C'est pas la peine. Vous les laissez utiliser la télé. De toute façon, le produit est tellement bon qu'ils vont être addicts. C'est ce qu'on appelle les stratégies d'héroïne. OpenTable a fait exactement la même chose. OpenTable, ils vendaient un POS. C'est système de réservation. Et puis, vendre un POS, c'est un peu comme, je sais pas, aller convaincre un type qu'il a besoin d'une troisième jambe, quoi. Il voit même pas où il va la mettre, en fait. Il ne comprend pas. Il dit, j'ai beau me regarder, là, je ne comprends pas où je vais mettre ma troisième jambe. Puis vous dites, mais si, tu vas courir plus vite, tu vas être moins fatigué. C'est impossible. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils installaient le système de réservation gratuitement par quartier. Et une fois que le taux de réservation qui passait par leur système était supérieur au taux de réservation qui passait par le restaurant, en direct, ils venaient et retiraient le truc. Et là, les mecs disaient, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ils disaient, bah, il se passe qu'on ne peut plus vous l'offrir, maintenant c'est payant, et c'est 3 800 $ par mois. Là où un La Fourchette fait quelques dizaines d'euros par restaurant et par mois, un OpenTable fait plusieurs milliers de dollars par mois, parce qu'à un moment de leur vie, ils ont décidé de ne pas parler pricing. Parce que, tout simplement, le sujet, c'est qu'à ce moment-là, la valeur réelle, elle était évidente. Donc, vous êtes dans des cas, et c'est les cas de type B2B qui sont assez classiques, où la valeur réelle est supérieure à la valeur perçue. Et ça, il faut faire très attention dans le B2B entre la différence entre les anglo-saxons et les latins. Les latins, quand ils achètent quelque chose, ils essaient de voir pourquoi ça va foirer. Parce qu'ils prévoient avec leur patron ce qu'ils vont dire quand tout ce que vos promesses seront tombées à l'eau. Un anglo-saxon, il paye pour voir. S'il ne vous croit pas, mais il paye. Il dit, bon, s'il a raison, ça ne coûte pas très cher. Vous voyez la grande différence de mindset? Et c'est pour ça que c'est très très dur de vendre en B2B dans les pays latins. Pour vendre en B2B dans les pays latins, il faut vachement rassurer les gens. Et l'une des meilleures façons et des plus simples de rassurer, c'est le gratuit. Le gratuit, c'est la clé pour avoir des références. Et pourquoi? Parce que les références amènent des nouveaux clients. Tout simplement. Et donc, vous créez un cycle positif. Toute boîte B2B qui commence et qui n'a pas de... Enfin, dans votre cas, ils coûtent tellement cher, les robots. Mais si vous faites du logiciel, par exemple, c'est plus simple. Offrez votre logiciel au début. Cherchez même pas. Vous pourrez toujours couper l'accès de toute façon. Et entre nous, si vous offrez un truc gratos et qu'après les gens ne sont pas prêts à payer, c'est juste que ça vaut rien. J'entends extrêmement souvent le conseil, qui est un des conseils qui me lourde le plus. Et je ne sais pas pourquoi, de toute façon, tous les gens qui donnent ce conseil n'ont jamais fait de boîte de leur vie, c'est ne dégrade pas ta valeur. Si tu dégrades ta valeur, alors c'est foutu. Sans vouloir faire de mauvaises blagues, on racontait exactement la même chose aux enfants avant pour leur dire qu'il ne fallait rien faire avant le mariage. C'est le même raisonnement qui est absurde en fait. Les gens ne vont pas se dire que si quelque chose est bon, ils ne vont pas payer sous prétexte qu'un jour ils l'ont eu gratuit. S'ils aiment quelque chose, ils vont payer. La vérité, c'est que la plupart des choses sont insignifiantes. Vous offrez le produit au début et quand vous dites qu'il faut payer, les gens disent « Ah, parce qu'en plus, c'est payant cette merde. » Et en fait, là, vous avez simplement comme information que ça ne vaut rien. Et vous devez la prendre comme une info, vous ne devez pas la prendre comme une erreur stratégique. C'est-à-dire que les gens, en plus, prennent ça comme une erreur stratégique. Si j'avais arnaqué le mec au début, il n'aurait pas pu me la mettre après. Non, mais non, c'est pas ça la vente.
La vente, c'est produire de la valeur et d'en capter une partie. C'est ça, le bon mécanisme. C'est ce mécanisme qui fait qu'on est longtemps en business. On n'est pas juste temporairement dans le business. Et donc, vous avez besoin de faire attention à ça. Et donc, dans le B2B, vous êtes dans le cas où la valeur réelle est supérieure à la valeur perçue. Et dans ces cas-là, il faut offrir. Il ne faut pas chercher parce que c'est complexe. Ça fait trop de choses à optimiser en même temps. Et c'est dur d'offrir quelque chose à une boîte. Ça, si vous êtes dans le B2B, c'est beaucoup plus dur d'offrir un truc en B2B qu'offrir de la drogue dans la rue. La drogue dans la rue, tout le monde prend, enfin presque. Mais offrir un truc en B2B, c'est beaucoup de travail. Vous vous dites, ça leur coûte rien, mais en fait, si, ça leur coûte. Ça leur coûte des réunions, ça leur coûte du déploiement, ça leur coûte d'expliquer à leur boss, ça leur coûte d'être convaincus. Il y a énormément de factures à payer en B2B, hein, avant même de commencer à parler pricing réel. C'est dur de déterminer le vrai bon moment. Donc, il faut que tu détermines un moment autour duquel tu peux optimiser. Je m'explique. Prenons un exemple, OpenTable. OpenTable, ils se sont dit, à partir du moment où on représente plus de la moitié des réservations, c'est le bon moment de mettre sous pression. Ils auraient pu dire, à partir du moment où on représente 60, 70, 80, 90, 100%. Bon, s'ils avaient dit 100%, je pense qu'ils auraient eu très peu de gens. 50, ils se sont dit, grosso modo, on a les bons. Ça veut dire qu'en fait, tu optimises autour de quoi? Tu optimises autour de la probabilité que le type soit déjà assez addict. Mais forcément, c'est une évaluation. Donc, ce que tu monitores, c'est combien de gens disent non. Si le nombre de gens qui disent non est inférieur à 50%, c'est que ce n'était pas le bon moment. Et donc, ça peut valoir le coup d'essayer à plusieurs moments et d'optimiser. Parce qu'en plus, dans une startup, il y a une autre contrainte. Si on modélisait les équations d'optimisation d'une startup, ce serait hyper complexe. Mais la vraie contrainte dans une startup, c'est que le cash aujourd'hui a infiniment plus de valeur que le cash demain. C'est la contrainte de toutes les startups. Donc si tu attends trop, prenons un cas très bête. Si tu attends que 60% des réservations, tu as 70% de clients. Mais si tu attends 50%, tu as 55% de clients. Donc tu vois, tu perds 25% de chiffre d'affaires. Mais le problème, c'est que le mois, tu n'as peut-être pas les moyens de le passer. Donc il vaut peut-être mieux perdre ces 15%, mais passer le mois et vivre plus longtemps. Donc tu vois, c'est vraiment une optimisation sous contrainte. C'est un cycle où la façon dont tu optimises ton pricing ne dépend pas simplement de ta décision personnelle, mais elle dépend de ton contexte et ta contrainte. D'ailleurs, pourquoi le venture capitalisme a été inventé? Il a été inventé pour que ce genre de problème n'existe pas. Prenons un cas. Pourquoi Slack a levé 2,8 milliards, au-delà du fait qu'ils le peuvent, et que beaucoup de gens voulaient leur donner de l'argent? Tout simplement parce que ça enlève la contrainte du time to market. C'est tout bête. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent attendre, je crois qu'ils ont 20 ans de cash devant eux, ou 30 ans de cash devant eux. Résultat, ils peuvent conquérir 100% du marché. En ce moment, Slack, ils font des trucs de dingue. Par exemple, Google est en train de switcher sous Slack les 22 000 employés. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que le contrat est gratos. Vous imaginez ce que c'est d'avoir 22 000 employés sur sa solution? Ils n'en ont rien à foutre. Ils peuvent le faire réellement gratos. C'est pas grave. Ils peuvent attendre. Parce que s'il faut 2 ans à Google d'inertie pour le déployer, vous imaginez qu'en 2 ans, ils le déploient auprès de 22 000 utilisateurs. Et imaginons que les 22 000 utilisateurs payent 10 € par mois. Vous voyez de quoi on parle en termes de business? On parle de 220 000 $ par mois de LTV. On parle de plusieurs millions par an. Et comme c'est des boîtes qui ont une inertie, une fois qu'elles ont switché sous Slack, elles restent à minima pour 5 ans. On ne peut pas s'amuser tous les 3 ans à changer de chat système. Parce qu'il faut tellement de temps. Donc tu vois le raisonnement. Et c'est pour ça que tu vas lever 300 millions. C'est tout simplement pour justement pouvoir attendre les 100% dans la stratégie de l'héroïne. Mais tout le monde n'a pas la chance d'être dans le marché de venture capitalist qui fonctionne le mieux au monde. Si tu es dans la vieille Europe, tu as d'autres contraintes qu'il faut que tu payes tes factures à la fin du mois. Et donc dans ce cas-là, il faut que tu optimises autour de ça. Tu vois là. Mais comprenez bien, hein, le pricing est une décision. Il n'y a pas de bonne et mauvaise décision. Il n'y a que des décisions. Forcément, des gens qui prennent des meilleures décisions que d'autres.
Mais dans l'absolu, il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision, c'est que relatif. Et à la fin, c'est aussi votre métier. Et la meilleure façon de développer de l'instinct sur les décisions, c'est aussi d'en prendre beaucoup de mauvaises. Ne confiez pas ça à d'autres gens. Par exemple, je parle très très peu de pricing avec les startups de The Family. Ça me gonfle énormément de parler de pricing parce que c'est un sujet où il faut avoir de l'info. Et personne d'extérieur à votre boîte peut avoir de l'info. Et même si vous vous trompez dans la décision, ça participera à votre learning curve. Il existe des erreurs nécessaires. Il existe des erreurs par lesquelles, en passant, vous faites des progrès atomiques. Parce que d'un seul coup, vous êtes dans la bonne structure pour la prochaine fois prendre une meilleure décision. Et vous voyez, que vous soyez lent ou rapide, à la fin, vous finissez toujours par atteindre un point où vous prenez la bonne décision. Alors, il y a une règle à retenir. Aucune start-up du monde n'a réussi en ayant plus d'une cible. Point. Désolé de te le dire. C'est assez simple. Pourquoi? Parce qu'un pricing s'optimise par segment de marché. Et on ne peut pas... Pardon. Et on ne peut pas optimiser plein de segments à la fois. Et pour une raison simple, c'est que vous êtes deux. C'est ça que j'ai essayé de te montrer tout à l'heure. Vendre quelque chose à une personne, c'est déjà très compliqué quand on est une équipe. Et déjà, beaucoup de startups qui vendent qu'à un seul segment client ont du mal à réussir. Par définition, vendre à 2 clients, ce n'est pas 2 fois plus compliqué. C'est 2 points d'exclamation fois plus compliqué. Puis 3 fois point d'exclamation plus compliqué. C'est factoriel 3, factoriel 4. Parce que le niveau de complexité que ça implique est hyper fort. C'est ça, en fait, le sujet fondamental. Et si tu regardes empiriquement, toutes les startups qui réussissent, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont très focus sur quelle est leur première cible client. Et d'ailleurs, c'est en général un indice, les gens. Tu vois, pourquoi tu as toutes ces cibles? C'est parce que tu ne sais pas ce que tu fais. C'est tout bête. Tu peux te dire ça, mais je t'assure, en fait, c'est même en fait dingue de prédiction. C'est qu'on pourrait prendre ici les paris. On voit 6000 startups par an qu'Apply The Family. On n'a jamais vu une startup réussir en ayant plusieurs cibles. Parce que par définition, les journées ont 24 heures. Tu peux pas tendre à l'infini le temps que tu as pour parler aux gens, en fait. Et donc, tu n'as pas d'autre choix, en fait, que de choisir une seule cible et d'adapter ton produit au début. Et petit à petit, quand la boîte grandit, de créer plusieurs divisions. Parce qu'il faut que les gens soient spécialisés, il faut que les gens soient focus, il faut que les gens aient quelque chose de clair à dire. Et d'ailleurs, il n'y a rien de plus compliqué qu'une boîte qui a plein de cibles parce qu'elle ne sait jamais comment se pitcher. Et elle a toujours l'impression de vivre mal la façon dont les autres le pitchent. Prends le gars de Stanley, par exemple, qui est un cas que je connais bien là. Si tu prends Stanley, tu pourrais te dire les robots de parking, ça pourrait marcher pour tout le monde. Les opérateurs de parking, les centres commerciaux, les entreprises, la gestion de flotte d'entreprises, je ne sais pas quoi. Il s'avère qu'à la fin de la journée, ils sont 2. Déjà, être connu de tous les fabricants de parking du monde, c'est déjà un challenge en soi. Ça suffit. Tu ne vas pas en plus aller parler aux centres commerciaux, aller parler à je ne sais pas qui. Ça ne veut pas dire qu'un jour, Stanley ne vendra pas ses robots de parking à Auchan. C'est juste que la façon la plus simple de les vendre à Auchan, c'est que FIA ou je ne sais pas quoi, là, ADP ou blablabla, les ait achetés. Parce que c'est comme aux échecs. Tu avances des pions, tu gagnes des positions, tu fais des échanges et ça te permet de mettre mat. Si aux échecs tu ouvres devant toutes tes pièces sans en protéger aucune, bah, ça finit mal, ça finit en massacre. Pour résumer, un pricing, ça ne se décrète pas, ça se découvre. Que la meilleure façon de découvrir un pricing, c'est de commencer au hasard. La meilleure façon de commencer au hasard, c'est de s'aligner sur ses concurrents. Le but du jeu, c'est de convaincre les gens que votre valeur perçue est supérieure à la valeur réelle. Si vous êtes dans le cas où votre valeur réelle est supérieure à la valeur perçue, commencez par faire du gratuit. Dans tous les cas, l'un dans l'autre, changer son pricing ne doit jamais être un obstacle et vous devez toujours regarder vos datas pour que lorsque vous changiez votre pricing, vous vérifiez que ça n'impacte pas la croissance de vos ventes. Ne jamais hésiter à monter ses pricing, toujours hésiter à les baisser. Et tout ça, l'un dans l'autre, fera que vous arriverez à tendre vers un équilibre qui est le pricing parfait auquel vous devez vendre vos choses.
C'est bien résumé? Super. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, oussama@thefamily.co. Je réponds à mes emails en moyenne en 2 semaines. Et puis voilà.